Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse en cette journée très pluvieuse. Je suis en compagnie de Liémé qui a bravé les intempéries pour être là ce matin. Bonjour Liémé. Bonjour. Et merci d'être à notre compagnie malgré la pluie qui vous a chicoté ce matin. On pourrait le dire ici. Allez, on démarre tout de suite avec le PND 2021-2025 pour lequel la Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser 15 706 milliards de francs CFA et c'était hier. Oui, justement, la ministre Nialé Kaba avait annoncé ce rendez-vous important ici à Abidjan lors d'une conférence de presse. Et bien, par ailleurs, ici pour elle, plus de 70% d'intention de financement pour le PND 2021-2025. C'est-à-dire que la moisson a été plus que bonne pour la ministre qui n'a reçu que des intentions pour la team de l'Union européenne, donc qui renferme les États de l'Union européenne, également les importants bailleurs des institutions financières. Mais on attend encore toujours des intentions pour le secteur privé, des investisseurs privés qui pourraient encore intervenir dans le financement de ce PND-là. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire réussit son pari, en tout cas en termes d'intention de financement pour les projets majeurs à venir sur la période 2021-2025. Oui, la Côte d'Ivoire qui est très attractive et sur les 9 335 milliards de francs CFA qui étaient attendus, on a une bonne marge, puisque c'est 15 706 milliards de francs CFA d'intention qui ont été manifestés hier, vous le disiez, par des organisations telles que la Banque ouest-africaine de développement, on a la Banque mondiale, on a la Banque islamique de développement, toutes ces structures-là, eh bien, qui font confiance à la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas hésité un seul instant à sortir, à délier la bourse pour mettre sur la table ces montants. Justement, c'est dit que la Côte d'Ivoire rassure ses partenaires, rassure donc les institutions financières sur sa capacité, en tout cas, à mener une politique qui convainc. Vous savez que les bailleurs, ils investissent dans le pays, ils soutiennent donc l'activité du développement de l'État concerné, mais cela doit être soutenu par une bonne gestion en termes donc de bonne gouvernance et de suivi de tous ces projets majeurs-là qui sont mis en œuvre. Et sur la question, je pense que les autorités ivoiriennes sont en phase avec les exigences des bailleurs de fonds, des partenaires au développement, qui continuent donc de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire en s'engageant à investir donc en Côte d'Ivoire, mais à soutenir le financement de tous ces projets de développement pour la Côte d'Ivoire, au-delà même des attentes du gouvernement ivoirien. C'est-à-dire que ces programmes-là sont bien pensés. Renaud, il faut rappeler que ce PND-là comprend plusieurs piliers, notamment 6 piliers majeurs qui tournent entre autres autour de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, le soutien à l'agriculture, mais surtout qui accorde une place de choix à la formation professionnelle, donc au développement humain, faire en sorte que donc le personnel, les populations soient bien outillées et bien préparées donc à s'engager sur le secteur, l'environnement du travail, et faire en sorte également que nous puissions procéder donc à la transformation structurelle de l'économie de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas la place importante de l'agriculture dans notre économie. C'est tout. On a toujours dit à la Côte d'Ivoire, le développement du pays repose sur l'agriculture. Justement, mais cette agriculture-là devait pouvoir passer à une autre étape désormais. On a dit qu'on devait pouvoir donc transformer nos matières premières en Côte d'Ivoire, et cela passe donc par la construction des usines pour la transformation de ces produits-là. Et ça passe par créer un cadre, un environnement propice en Côte d'Ivoire. L'État va faire sa part, mais les bailleurs de fonds, les investisseurs privés également devraient pouvoir venir investir donc en Côte d'Ivoire pour permettre donc que cette agriculture-là puisse passer à un autre cap. Bravo à la ministre Nialé Kaba donc, qui réussit ce pari-là. Il a été salué donc par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi. Toutes ces autorités là se sont félicités de ces efforts qui ont été faits en termes d'intention de financement pour le PND 2021-2025. En tout cas, la ministre Kaba Nialé qui réussit cette activité du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2021-2025. Et on va noter aussi le secteur de la santé qui est l'un des secteurs stratégiques qui sera pris en compte par ce PND 2021-2025 à travers la construction d'infrastructures sur tout l'ensemble du territoire national. Et bien, toutes ces intentions de financement vont permettre de réaliser sous réserve de ce qui n'a pas encore été prononcé comme financement, qui permettra à coup sûr d'aller au-delà de la vingtaine de milliards
de 20 000 milliards de francs CFA, parce qu'on en est déjà à 15 000, Justement, plus de 15 Renaud, 000. et n'oublions pas que le secteur privé Oui, national est également attendu oui, oui, aussi oui, oui, dans ce oui. financement-là. Donc, les investisseurs ivoiriens sont également attendus Oui. dans ce financement. C'est-à-dire qu'il il y a encore de la manne financière à attendre donc, pour le financement du PND 2021-2025. Oui, investisseurs ivoiriens à qui le chef de l'État a demandé de prendre une part importante dans le financement des activités de développement ici en Côte d'Ivoire. On a enfermé avec le chapitre du Plan national de développement 2021-2025. On va s'intéresser maintenant à la 8e édition de l'Africa CEO Forum qui a refermé ses portes récemment. Et des chefs d'État africains ont animé un panel au cours duquel ils ont parlé de tout ce qu'il faut faire pour permettre à l'Afrique de véritablement se développer. Et justement, ils se sont succédés à cette tribune le président Macky Sall du Sénégal, Mohamed Bazoum du Niger, le vice-président ivoirien Timoko Kone, qui ont donné donc des pistes de réflexion, tu l'as dit, pour faire face aux crises que connaît l'Afrique, notamment les crises climatiques, les crises alimentaires et sécuritaires auxquelles sont confrontées les nations africaines. Le président sénégalais a évoqué donc la nécessité pour les États africains de prendre de nouvelles dispositions. On a vu que ces États-là sont fortement impactés par la crise entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Aujourd'hui, nos États sont soutenus par l'agriculture, mais l'impossibilité d'importer des intrants comme l'engrais rend difficile donc, le développement de cette agriculture-là. Il a souhaité que les États africains puissent donc repenser la question, trouver de nouvelles pistes de réflexion pour faire en sorte que ces intrants-là ne manquent pas et que l'agriculture africaine continue toujours de prospérer. Et il a évoqué également des questions énergétiques pour lui. C'est vrai qu'on parle de changement climatique, de préservation de l'environnement, mais imposer à l'Afrique de ne pas utiliser les énergies fossiles, c'est faire preuve d'injustice parce que, voilà, il faut que ces États-là puissent en tout cas bénéficier de leur sous-sol et il a lancé donc un appel à faire en sorte que les États africains puissent avoir donc cette possibilité-là d'exploiter pleinement leurs ressources. En tout cas, en parlant du président sénégalais Macky Sall, ses propos sont à juste titre. Lui qui a rencontré récemment sur la question de la crise alimentaire le président russe Vladimir Poutine, avec lequel, bien évidemment, il a évoqué la question des pénuries au niveau des intrants qui permettent de produire certains aliments tels que le blé. Ici, en Afrique, blé qui est dont le continent africain tire tout son ravitaillement pratiquement de l'Ukraine, la Russie, avec la crise qu'il y a là-bas. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile et ces chefs d'État et le vice-président Timoko Méliès Kone ont parlé aussi de la crise sécuritaire qu'il y a sur le continent, particulièrement en Afrique subsaharienne, avec tous les groupes djihadistes qui sont disséminés un peu dans la zone sahélienne. Oui, justement, la crise sécuritaire accentue encore les difficultés pour les États africains. Il faut déjà se battre pour les problèmes qui sont connus, on dit pour les problèmes historiques de l'Afrique. À cela s'ajoute donc la crise sécuritaire, beaucoup d'argent encore à investir dans la lutte contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme et sur la question, le président du Niger l'a dit, la question ne devrait pas être forcément militaire, mais il faut également encourager les populations, amener les populations à comprendre la nécessité pour elles de ne pas s'engager dans ces voies sans issue-là, mais comprendre que l'intérêt de la nation devrait être mis en avant en se détournant donc des voies qui pourraient donc les conduire à s'engager dans la voie du terrorisme et sur la question. Il faut faire en sorte que ces populations-là soient dans de bonnes conditions. Il faut que la question de la gouvernance soit mieux appréhendée par ces populations-là et qu'elles se sentent incluses dans les processus de développement. Je pense que si ces différents facteurs-là sont pris en compte, les populations devraient de plus en plus s'éloigner de la voie du terrorisme. En tout cas, c'est au cours de ce panel, le président Macky Sall, Mohamed Bazoum et le vice-président Timoko Méliès Kone de la Côte d'Ivoire ont appelé à une synergie d'action justement pour permettre de résoudre les questions de la crise alimentaire et les questions sécuritaires aussi qui règnent dans la sous-région et particulièrement, en tout cas dans la sous-région ouest africaine et qui touche certains États de l'Afrique centrale.
également. Eh bien, l'IME, on parle d'un sujet justement qui a trait à la sécurité. Et c'est ici, en Côte d'Ivoire, récemment, une nouvelle a couru selon laquelle l'Est plutôt de la Côte d'Ivoire avait été la cible d'attaques terroristes. Eh bien, l'état-major général de l'armée ivoirienne a fait une sortie hier pour démentir cette information. Et justement, et pour le Bureau d'information et de presse des armées, l'information n'est pas vraie. Il faut arrêter de faire circuler ce genre de rumeurs. Renaud, la question du terrorisme est une question très importante. Oui. Notre pays a connu cela. Ce n'est pas que c'est seulement chez le voisin. On a entendu seulement parler de cela chez le voisin. On souffre déjà de cette situation-là. Il ne faut pas encore faire circuler des rumeurs qui vont créer donc Troubler l'inquiétude des populations. L'inquiétude des populations et sur la question. En tout cas, l'état-major des armées se veut très clair sur la question. Il n'y a pas eu d'attaque repoussée dans l'indénié Djuablin et toutes les informations sur la question restent en tout cas des informations qui ne sont pas fondées. Oui, l'état-major général des armées a produit un communiqué dans lequel il se veut clair, dont je vais donner quelques notes. L'état-major général des armées constate avec regret la propagation sur les réseaux sociaux d'une information relative à une attaque terroriste qui aurait été repoussée à la frontière ivoiro-ghanéenne. Cette information, donc reprise par certains médias professionnels, ne repose sur aucun fait tangible et avéré dans la région et la période alléguée. C'est l'occasion à l'IME d'inviter nos confrères de la presse à traiter certains sujets avec un peu plus de retenue. Oui, mais justement, surtout que sur la question, je pense que l'état-major des armées a toujours communiqué. Et lorsque il y a besoin de donner des informations, cela a toujours été fait. Il faut voir la question avec beaucoup plus de responsabilité. Je l'ai dit, le terrorisme, ce n'est pas de l'amusement. Notre pays fait face déjà. Le nord de la Côte d'Ivoire est régulièrement menacé par des attaques. On se souvient des attaques de Teini, de Kafou. Et tout cela, la population doit se montrer un peu plus responsable. Autant on invite les populations de ces zones frontalières à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. La presse, elle aussi, doit jouer un rôle très important, mais un rôle républicain. Il faut le savoir, Renaud, on parle d'extrémistes, c'est tous les 322 462 km de la Côte d'Ivoire qui sont menacés. Et s'il y a une attaque dans l'Indénié Djuablin, ça aura forcément une incidence sur l'activité qui se déroule à San Pedro ou à Korogo. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par ce phénomène-là. Je pense que nous devons donc conjuguer nos efforts et faire en sorte que cette menace-là ne prospère pas sur le sol ivoirien. Et je pense que ce genre de rumeurs-là peuvent être une sorte de terreau fertile pour le développement donc, de ce phénomène-là sur le sol ivoirien. En tout cas, l'IME, la superficie de la Côte d'Ivoire, c'est 322 463. Pas 462, j'attends qu'on me confirme, mais il ne faut pas retirer un espace du territoire national. Juste petite parenthèse pour rire. Eh bien, donc voilà, appel lancé à nos confrères de la presse pour traiter avec plus de responsabilité, on l'a dit, ces questions relatives notamment à la situation sécuritaire. Donc, pour information, aucune attaque terroriste n'a été repoussée à l'est de la Côte d'Ivoire selon l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. On parle d'un sujet très d'actualité. Depuis hier nuit, il pleut abondamment sur le district d'Abidjan. On attend de savoir les prévisions dans le reste de la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, il a plu fortement hier nuit. Eh bien, la Sodexam annonce des précipitations supérieures à 800 mm de pluie pour le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et surtout, il va pleuvoir abondamment. Il a plu cette nuit, Renaud, jusqu'à ce matin. Oui, il continue de pleuvoir. Il pleuvoir encore des cordes sur Abidjan. Et justement, la Sodexam, en donnant ces chiffres, ce n'est pas pour effrayer les populations. Mais pour qu'on prenne nos dispositions. Nos dispositions, les saisons de pluie, la pluie s'annonce encore plus abondante et avec son corollaire d'inondations et d'éboulements par-ci, par-là. Je pense que c'est le lieu d'interpeller les populations à quitter justement les zones à risque, même si quand il pleut à Abidjan, personne n'est à l'abri.
personne n'est à l'abri, mais Justement. le risque est encore plus grand dans les zones dites zones à risque. On a vu le ministère en charge de l'assainissement à la tâche, en train de faire en sorte que dans des quartiers comme Abobo, Clotia, comme certains quartiers de la commune de Yopougon, également ici même à Cocody également, que ces zones-là soient évacuées parce qu'il va pleuvoir encore davantage. Les saisons continuent, la pluie continue donc d'être un peu plus abondante selon que les saisons se succèdent. On a parlé de changement climatique, des dérèglements également du climat. C'est tout cela, les facteurs donc du réchauffement climatique. Lorsque les saisons ne sont plus maîtrisées et que la planète elle-même se cherche un peu face au réchauffement, ce sont les conséquences de toutes ces situations-là. Nous devons faire en sorte que chacun ait une conduite un peu plus responsable. On a vu certaines baies à Abidjan qui sont de la lagune ébriée qui sont parfois remblayées et tout cela, on fait des constructions d'ici et là, ça, on ne prête pas attention, mais faisons très attention. Tout ce qu'on voit comme tout conséquence. cela fait en sorte qu'à certains moments, on n'arrive plus à contrôler certaines forces de la nature et ce sont les populations qui en pâtissent. En tout cas, population qu'on appelle à la vigilance, et surtout, comme on l'a dit, celles qui se trouvent dans les zones à risque, il faut prendre des dispositions pour éviter de subir les désagréments liés à la saison des pluies. Et on l'a vu avec toutes les personnes qu'on a pu recevoir ici récemment, le responsable des opérations de secours de l'Office national de la protection civile et avant lui, le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, tous deux qui sont venus faire passer des messages de sensibilisation pour inviter les populations, pour certaines en tout cas, à quitter les zones à risque et à prendre des dispositions pratiques pour éviter d'être exposé aux aléas climatiques. Eh bien, Liam, on va refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse avec le nouveau directeur de l'Agence de soutien et de développement des médias, M. Meïté Sendou, qui a pris fonction hier. Oui, il a pris fonction à la tête donc, de cette nouvelle institution. Renaud, pour rappel, le Fonds de soutien et de développement de la presse devient désormais l'Agence de soutien et de développement des médias. Le nouveau patron donc, de cette structure-là se nomme Meïté Sendou, c'est un des nôtres, oui. on a dit. Et donc, la passation de charge a eu lieu donc, avec, entre lui et Mme Bernice Nguessan, qui avait donc conduit les destinées du Fonds de soutien et de développement de la presse. C'est lui qui a changé de dénomination. Justement, de dénomination, mais pas que ça. Oui. Également, ses attributions ont été renforcées aussi. Ses attributions ont été renforcées pour faire en sorte que cela puisse prendre encore désormais des nouveaux médias, notamment la presse numérique qui connaît un certain essor en Côte d'Ivoire. Il faut prendre en compte ses spécificités, ses exigences et faire en sorte que tous ces organes-là bénéficient en tout cas du soutien de l'État. Cela participe à faire en sorte qu'il y ait une presse plurielle, mais qu'il y ait également la promotion de la presse en Côte d'Ivoire et que la démocratie, ce pilier important de la démocratie, là, soit soutenu également. En tout cas, bon vent à M. Meïté Sendou, donc nouveau directeur de l'Agence de soutien et de développement des médias. Mais c'est ici qu'on va chuter. Merci d'être venu par ce temps pluvieux partager cette intégrale de la revue de presse avec nous. Mesdames et messieurs, nous, on vous laisse en compagnie de Naomi Alafé Amoussou pour la suite de Matin Bonheur. Merci.